Ce que je vous propose en attendant, c'est Julia, que je vous laisse vous présenter, et puis après Annick, puis après je donnerai la parole à Philippe. Ah ben Philippe, c'est bon, il est là aussi. Bon ben parfait. Très bien, donc merci de vous être rendu disponible pour cette réunion, ce webinaire. Veuillez nous excuser pour ces petits problèmes techniques de départ. Donc l'idée, en fait, c'est pas de refaire un colloque, hein. On a fait une journée entière sur le sujet. Simplement, il nous a paru intéressant, 6 mois après le colloque, de faire un point d'actualité, parce que le colloque, il intervient à un instant T. Or, le sujet, il vit, il continue de vivre, et particulièrement sur celui-ci, puisque il y a une loi importante qui est parue pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, hein, avec la loi du 21 mars, qui concerne justement la protection des élus, avec un renforcement des peines et une modification de la procédure d'octroi de la protection fonctionnelle. Donc, on va reprendre en fait le déroulé du colloque. Je vous rappelle que le colloque, il portait sur les mises en cause, la réforme également de la responsabilité des gestionnaires publics et la situation des élus et des agents agressés. Donc, on va reprendre ces 3 temps, et pour cette occasion, nous avons demandé à 3 intervenants qui étaient là le jour du colloque de faire une petite actualité juridique sur chacun des thèmes, sur chacune des thématiques. Donc je les laisse se présenter. Je commence par la fin avec Annick. Je te laisse te présenter, Annick, si tu veux bien. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Il faut que tu ouvres ton micro. Oui, bonjour. Annick Pilves, responsable du service juridique à l'Association des maires de France, en charge des questions de responsabilité pénale, civile, financière, et également en charge aussi du dossier des agressions d'élus. Voilà. Merci. Julia, maître Rotivel. Bonjour à tous. Donc, je suis Julia Rotivel, je suis avocate au barreau de Paris depuis maintenant 8 ans environ. Et j'exerce au sein du cabinet Goutal-Alibert et Associés, aux côtés d'Yvon Goutal et de Samuel Diens. Voilà, donc sur des questions de droit des collectivités territoriales au sens large, mais également plus spécifiquement sur des questions de responsabilité pénale des élus, des agents publics et toutes les problématiques de déontologie qui sont aujourd'hui au cœur de l'actualité et de l'activité des collectivités. Merci. Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Plutot, je suis avocat associé au sein du cabinet que j'ai créé, le cabinet Oppidum Avocat, qui, comme son nom l'indique, conseille et défend au quotidien nos collectivités locales. Merci encore, Luc, pour ton invitation. Merci à toi. Donc, voilà, donc on va commencer. Alors, Philippe, lors du colloque, je me souviens que tu avais un peu été à contre-courant, peut-être, par rapport à une idée reçue par rapport à la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics. Et tu avais dit notamment que, si je ne trahis pas ta pensée, que tu étais plutôt zen par rapport, qu'il fallait rester zen par rapport à cette réforme. Alors, est-ce que tu as évolué depuis le colloque, ou est-ce que au contraire, tu es conforté dans ton analyse? Plutôt conforté, parce que, comme on va le voir avant que ma consoeur parle de la nouvelle loi, là, dans cette matière très précise, qui est la responsabilité financière des gestionnaires publics, donc le nouveau régime d'engagement de responsabilité des comptables et des ordonnateurs depuis le 1er janvier 2023. Le texte, comme je le disais il y a 6 mois, est bienvenu. Il est une loi plus douce, et les décisions qui ont été rendues depuis le colloque le confirment, sans surprise, pour les responsables publics, qu'ils soient élus dans certains cas ou agents la plupart du temps. Ces textes-là, cette réforme se traduit par une concentration des sanctions sur les cas les plus graves et en plus par un plafonnement des sanctions qui est bienvenu. Donc, la zénitude dont peut-être je faisais preuve et à laquelle j'invitais en tout cas nos interlocuteurs me semble devoir être
confirmé. J'ajoute à cela qu'on nous promettait une accélération de la répression par rapport à ce que nos gestionnaires publics avaient pu connaître sous l'empire de la précédente Cour de discipline budgétaire et financière. Bon, eh bien, on ne voit pas depuis 6 mois que le rythme de la répression s'accélère, tout simplement parce que les moyens humains restent limités. Donc, texte plus doux et finalement rythme de répression conservé, oui, je continue de porter une parole selon laquelle les nouvelles conditions de cette responsabilité doivent être connues, la vigilance doit être maintenue, parce qu'en plus de la responsabilité pénale et de la responsabilité disciplinaire, il y a cette responsabilité financière, mais enfin, il n'y a pas lieu de voir dans cette réforme une apocalypse, loin de là. Très bien. Donc, merci pour cette première analyse. Est-ce que tu as identifié de nouvelles décisions qui sont intéressantes depuis le colloque, qui te paraissent Oui. intéressantes à relayer? En effet. Alors, je les ai voilà, placées, merci, sur ces pages de présentation. Alors, on va voir 3 décisions qui ont été rendues par la Cour des comptes et par la Cour d'appel financière, qui ont été rendues donc, depuis le 18 octobre 2023. Mais avant et en 2 minutes, pour que chacun en comprenne l'apport, je voulais procéder à quelques petits rappels que vous avez sous les yeux ici. Premièrement, on parle d'un nouveau régime unifié, le même régime de responsabilité pour les comptables, agents de l'État, et pour les ordonnateurs, gestionnaires publics des collectivités locales et de leurs satellites. Donc un nouveau régime qui va devoir être dessiné par la jurisprudence. Et par qui? C'est le deuxième point de rappel, par une architecture qui est un peu nouvelle, puisque la Cour de discipline budgétaire et financière disparaît, et qu'à la place, on a d'abord une juridiction qui intervient, c'est la Chambre de contentieux de la Cour des comptes, en première instance. On va avoir 2 nouveaux arrêts rendus depuis octobre par cette Chambre du contentieux de la Cour des comptes. En cas d'appel, eh bien, le cas sera tranché par une nouvelle juridiction qui s'appelle la Cour d'appel financière et qui est composée à 40% de conseillers d'État, à 40% de magistrats de la Cour des comptes et pour le reste par des personnalités qualifiées qui, dans les faits, sont par exemple un inspecteur général des finances. Bon. Et nous allons voir le premier arrêt de l'histoire rendu par cette Cour d'appel financière le 12 janvier 2024. Et puis en cassation, il reste tout en haut le Conseil d'État, très bien, qui pour l'instant n'a pas eu à connaître de ce nouveau régime. Troisième point de rappel, parce qu'on va en parler juste après, quelles sont les infractions? Qu'est-ce qui peut être reproché aux gestionnaires publics à ce titre? Alors, il y a toute une batterie d'infractions, et notamment, je le dis maintenant, quelque chose sur laquelle il faudra vraiment être attentif pour la suite, la non-exécution d'une décision de justice lorsqu'elle prononce notamment des astreintes sur la collectivité locale. Là, attention, l'inertie des ordonnateurs, elle est non seulement, elle a toujours été coupable, mais désormais, elle va vraiment engager votre responsabilité personnelle. Donc, on ne plaisante plus avec ça. Mais ce n'était pas le sujet des 3 décisions qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je voulais vous repréciser 2 infractions qui vont constituer sûrement l'essentiel de ce régime-là. D'abord, on peut reprocher une faute grave de gestion entraînant un préjudice financier significatif pour l'entité, c'est-à-dire pour votre commune, pour votre régie ou pour le service. Et on va voir ce que la jurisprudence a apporté sur ces notions. Et puis, une deuxième infraction qui est un peu plus précise que la première, qui concerne le fait d'octroyer par un intérêt personnel un avantage injustifié, soit à une personne morale, à une autre personne, ou à soi-même en tant que gestionnaire public. Alors, concernant ce nouveau régime, qu'a-t-on appris depuis le colloque? Alors, si on peut passer à la page suivante, s'il vous plaît, peut-être que je peux le faire, non?
Je peux le faire. Oui. Ah oui, je peux le faire. Oui, merci, Oui. je n'avais pas vu que j'avais la main. Merci. Donc, on commence par le plus tardif des trois arrêts, mais par le plus solennel, puisque c'est celui qui a été rendu, comme vous le voyez en haut, par la Cour d'appel financière, cette nouvelle juridiction, concernant l'affaire de la société Alp Expo. C'est une SPL, une société publique locale, qui gère les infrastructures laissées à Grenoble par les JO de 68. Bon. Alors, cette affaire-là, elle a déjà donné lieu à un arrêt de la Cour des comptes dont on avait parlé lors du colloque, puisque l'arrêt était de début 2023. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, la Cour d'appel financière se prononce. Alors, cet arrêt, il a deux intérêts, il porte sur deux sujets. D'abord, l'application de la réforme dans le temps, comme vous le voyez sur l'écran. Eh bien, cet arrêt nous dit, vous voyez, concernant la première infraction, celle qui consiste à s'octroyer un avantage injustifié dans le cadre de ses fonctions. Eh bien que, comme cette infraction est nouvelle, pour faire simple, qu'elle n'existait pas en tant que telle avant, eh bien, on ne peut pas poursuivre sur ce fondement-là des faits qui sont antérieurs. Et là, typiquement, dans ce cas-là, la personne qui assurait de fait la direction générale de la SPL s'était accordé des avantages, eh bien, elle n'a pas été poursuivie, elle ne pouvait pas être poursuivie sur le fondement des nouveaux textes. En revanche, les avantages qu'elle a accordés à son mari, évidemment, comme ça c'était déjà répréhensible avant, eh bien, ces avantages accordés à son mari ont pu justifier sa condamnation et la confirmation, bien sûr. Et deuxième point, concernant, vous voyez, l'infraction prévue à l'article L131-9. Cette infraction un peu générale qui prévoit que lorsqu'on ne respecte pas les règles d'exécution des recettes ou des finances ou les règles de gestion des biens, on peut voir sa responsabilité engagée en cas, vous l'avez à nouveau ici, de faute grave qui a causé un préjudice significatif à votre collectivité. Eh bien, concernant cette partie de la réforme, elle est plus douce. C'est une loi plus douce que le régime précédent. Donc, conformément aux principes classiques en matière de sanctions, cette loi plus douce doit s'appliquer. Donc, pour tous les faits qui ont été commis avant le 1er janvier 2023, on sait aujourd'hui que les responsables publics ne pourront être sanctionnés que si leur faute est suffisamment grave et a causé un préjudice financier significatif. Bon. Et le deuxième intérêt de cet arrêt, c'est de zoomer un peu sur ce que sera ce préjudice financier significatif, parce que dans les textes, on n'avait que cet adjectif un peu mystérieux. Alors, au gré des décisions, on y verra plus clair. On commence par celle du 12 janvier, avec 4 petits enseignements qui m'a semblé intéressant de relever. Premièrement, la Cour d'appel financière n'exige pas que les autorités de poursuite, le ministère public, présentent, pour vous poursuivre, vous, gestionnaire public, un montant exact du préjudice financier. Le juge se contentera d'un ordre de grandeur suffisamment précis. Donc, ce ne sera pas toujours un débat à l'euro près. Ne soyez pas surpris par cette relative approximation, cette relative souplesse du juge qui dit, bon, on va le voir dans une affaire d'ailleurs juste après, à partir du moment où on a une idée de l'ordre de grandeur du préjudice minimal subi par la collectivité, on n'a pas à l'arrêter à l'euro près. Bon. Deuxième enseignement, dans les entités dont on parle, on n'a pas toujours un budget au sens de nos collectivités locales. Et notamment lorsqu'on parle, comme là, d'une société publique locale, on va plutôt avoir un bilan, un compte de résultats. Et puis, même comme on va le voir pour la Caisse de crédit municipal de Bordeaux, on a plutôt un produit financier. On a, bref, selon les entités, des notions comptables différentes. Eh bien, même si le texte qu'on a sous les yeux, le texte de loi, parle de préjudice financier par rapport au budget de l'entité, il faut savoir traduire ce mot budget.
Et dans le cas d'une SPL, clairement, ça sera le compte de résultat, le chiffre d'affaires. Okay, le juge est également souple dans l'appréciation du volume par rapport auquel il faut comparer le préjudice subi. Troisième enseignement, et celui-là, c'est, je pense, le plus spectaculaire, le plus intéressant pour la suite. Dans cette affaire, était en cause le contournement des règles de la commande publique. Et la Cour d'appel financière nous précise que dans un tel cas, ce n'est pas le montant du marché irrégulièrement passé qui va être le préjudice reproché au gestionnaire. Le préjudice financier subi par la collectivité, ça sera la différence entre ce qui a été payé par la collectivité, donc le montant du marché irrégulièrement passé, et le montant, accrochez-vous, le montant qui aurait été versé par la collectivité si le marché avait été passé conformément aux règles. Et ce delta, il est parfois très compliqué à fixer, parce qu'il va nous imposer une espèce de simulation, bien sûr, mais de reconstitution a posteriori de ce qu'aurait été le montant régulier du marché si une concurrence avait pu avoir lieu. Et là, on retrouve une difficulté que certains d'entre vous ont peut-être rencontrée, mais cette fois dans le cadre pénal, lorsque la collectivité est partie civile dans le cadre d'un délit de favoritisme. Vous savez, lorsque l'équipe précédente a passé des marchés de manière irrégulière, on se dit, la collectivité est victime de cela. Oui, mais quel est son préjudice? À combien s'élève ce préjudice? Eh bien, on était déjà tenu pour calculer ce préjudice, de faire la différence entre ce qui a été et ce qui aurait dû être. Pas simple, mais il est assez rigoureux que la Cour d'appel limite le préjudice à ceci, à ce delta-là. Et puis, quatrième élément, qui est un élément purement d'espèce, mais qui va nous aider à comprendre au fur et à mesure du temps où se situe le seuil du préjudice financier significatif. Dans cette affaire-là, le préjudice, c'est 15 000 euros sur un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Eh bien, ça fait, si les calculs sont exacts, 0,25% du budget. Eh bien, la Cour d'appel nous dit, à cet étiage-là, ce n'est pas significatif. On a déjà une forme pas de garantie, mais d'éclairage un peu rassurant, lorsque la faute qu'on a commise n'a pas coûté plus à la collectivité que 0,25% de son budget, on peut se dire que les juridictions financières ne retiendront pas notre responsabilité, en tout cas pas sur ce fondement-là. J'irai plus vite pour deux autres, cette fois plus petites décisions rendues par la Cour des comptes, donc en première instance, depuis le colloque. La première, vous voyez, 2 jours après notre colloque, la Cour des comptes a rendu cette décision qui concerne la Régie régionale des transports des Landes. Donc, un EPIC, une régie dotée de la personnalité morale, rattachée à la région. Bon. Eh bien, l'intérêt de cet arrêt, c'est de nous dire que, comme allait le confirmer quelques semaines plus tard la Cour d'appel financière, l'avantage injustifié à soi-même n'existait pas avant, donc ne peut pas être reproché pour des faits qui datent d'avant 2023. Mais attention, pour autant, cet avantage injustifié qu'on s'est accordé, il peut être poursuivi sur le fondement de la grande infraction un petit peu générale dont on a parlé tout à l'heure. Simplement, et si vous m'avez suivi, la boucle est bouclée, on ne va pouvoir reprocher cet avantage injustifié à soi-même que si il s'agit d'une faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif. Donc, on passe d'un fondement, le 131.12, à un autre, le 131.9. Vous voyez ? Donc, attention, évidemment, ça ne veut pas dire qu'un avantage à soi-même sort du champ de répression de ces juridictions financières. C'est juste le fondement qui n'est pas celui auquel on aurait pu penser dans un premier temps. Et puis, troisième décision, celle rendue en novembre, toujours par la Cour des comptes, donc en première instance,
concernant la caisse de crédit municipale de Bordeaux, je fais une toute petite parenthèse, vous aurez remarqué que dans ces 3 décisions, comme dans bon nombre de celles qui ont été rendues avant le colloque, c'est moins nos collectivités locales en tant que telles qui donnent lieu aux agissements réprimés que les satellites. On a vu là une SPL, à l'instant un EPIC, et là on a un EPA, encore un établissement public, dans le cadre duquel les dirigeants se sont affranchis du strict respect des règles. Là, pour commencer par la fin, notons la réalité des sanctions prononcées. L'ancien directeur général de cette caisse de crédit a écopé d'une amende de 20 000 euros et le directeur général adjoint 10 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on leur reproche notamment 4 prêts qui ont été accordés avec trop de légèreté et pour des montants très importants, supérieurs à 1 million d'euros. Et donc, en langage plus juridique, ça donne la faute grave constituée par, comme vous le voyez ici, des manquements au devoir d'organisation de contrôle et de surveillance, et notamment la collecte déficiente de renseignements sur les emprunteurs. Les prêts étaient accordés sans qu'on se renseigne sur la situation financière et patrimoniale. Eh bien, cette légèreté est coupable et la Cour des comptes nous dit, ça intéressera évidemment tout particulièrement les autres caisses de crédit municipales, vous voyez, la violation des règles prudentielles est une faute grave, par sa nature, lorsqu'on est dirigeant d'un tel établissement. Et puis, dernier élément intéressant, quoique relativement attendu, sur cette question de qu'est-ce qu'un préjudice significatif. On a vu à l'instant que 0,25 du budget, ça ne l'était pas. Eh bien là, dans cette affaire, la Cour des comptes nous dit qu'entre 36 et 50% du budget annuel, le préjudice est significatif. Alors, juste une dernière petite remarque, comme vous le voyez, j'ai mis entre guillemets la notion de préjudice minimal. C'est intéressant parce que la Cour des comptes nous dit on n'est pas tout à fait sûr que ces prêts trop risqués finiront par être tous irrécouvrables. Mais enfin, quand on voit précisément la fragilité financière des emprunteurs, eh bien, moi, Cour des comptes, j'estime que le préjudice, il sera au moins de 3,9 millions d'euros. Vous voyez, le juge ne s'attache pas nécessairement à chiffrer le préjudice à l'euro près, dès lors qu'il a la conviction que le préjudice est au moins égal à ça, eh bien, il se fonde sur ce préjudice minimal. Et comme vous le voyez là, pour rapporter ce préjudice à quoi? Pas le budget de la caisse de crédit, mais son produit net annuel, qui est une sorte d'équivalent des chiffres d'affaires pour les établissements bancaires, qui a dépassé 10 millions certaines années. Eh bien, on arrive certaines années à 50%, c'est évidemment significatif. Et je terminerai par 3 petites phrases qui m'ont intéressé dans cette décision-là. Premièrement, parce qu'on aurait pu le penser, regardez, la responsabilité des gestionnaires publics n'est pas nécessairement liée au caractère public des fonds concernés. Une caisse de crédit municipal, elle va consentir des prêts sur la base du capital qu'elle a, mais ça peut être des fonds privés et la SPL, dont on a parlé à l'instant, manie aussi des fonds privés. Eh bien, ça ne vous exonère pas de votre responsabilité. Deuxièmement, mais je suis obligé d'aller vite parce que sinon je prends trop de temps, faites attention, pour le dire en un mot, lorsque les montants en cause sont importants, donc lorsque l'enjeu et donc le préjudice est significatif, le juge va souvent y voir une faute grave. Vous voyez, quand on lit le texte, on peut avoir l'impression que c'est 2 conditions séparées. Une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif. Bien. Dans cette décision, la Cour des comptes nous dit évidemment qu'il ne peut pas y avoir sanction s'il n'y a pas de préjudice financier significatif, même si la faute est grave en tant que telle. Mais enfin, dans l'autre sens, attention, la faute peut être grave parce que le préjudice est significatif. Vous voyez?
Donc là, il y a une forme il y a une interprétation des textes qui, pour le coup, est le seul élément, cher Luc, qui me fait dire que la réforme pourrait donner lieu à une forme de sévérité. Parce qu'à partir du moment où on mélange les deux conditions, on perd, nous, justiciables, une garantie de protection, n'est-ce pas? Et puis troisième, mais c'est en forme de clin d'œil, les directeurs de cette caisse de crédit municipale avaient cru pouvoir utilement invoquer leur incompétence en disant, vous savez, c'est un monde très compliqué, celui de la banque, hein, très particulier, celui des caisses de crédit municipales. Eh bien, les juges, très sèchement, leur répondent, si vous n'étiez pas compétent, vous n'auriez pas dû postuler. Donc, évidemment, il y a ce genre de sévérité, de sécheresse, hein, qui, dans la rédaction même de la décision, qui pourrait surprendre et qui, en tout cas, doit être prise en compte dans la préparation d'une défense. Tous les arguments ne sont pas bons à faire valoir. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette intervention? Parce qu'on vous propose de plutôt poser les questions au fur et à mesure avant de basculer sur la deuxième séquence. Ou est-ce que tout Pour le moment, il n'y a a été... pas de questions, pas de Pas de remarques. questions. On peut Mais s'il y en laisser un a peu de qui temps, mais veulent le ouais. poser, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une pour Philippe. La notion de préjudice significatif, donc, qui est valable ici pour la responsabilité financière, est-ce qu'elle s'applique aussi à la responsabilité pénale? Puisque dans les situations évoquées, il peut y avoir, on est d'accord, des poursuites cumulatives pour des infractions pénales qui ont pu être commises, notamment pour délit de favoritisme ou autre. Non, on peut imaginer que le procureur, lorsqu'il a connaissance de faits, par exemple d'infractions au code de la commande publique, se demande, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, se demande si les montants en cause justifient qu'on dérange le service public de la justice. Bon. Donc, dans la tête des procureurs, évidemment, on se dit que le montant du préjudice entre en ligne de compte. Mais enfin, c'est tout. Un agent, un élu peut fort bien être poursuivi et condamné pour délit de favoritisme, par exemple, sans que l'on se demande si cette infraction, cette violation des règles de la commande publique a pu ne serait-ce coûter qu'un seul euro à la collectivité. Ce n'est pas la même logique. C'est une logique pénale dans le cadre de laquelle la société, représentée par le ministère public, considère qu'il est nécessaire de sanctionner un comportement parce qu'il viole la loi commune. Merci. Est-ce que Annick et Julia, vous avez des commentaires, des compléments à apporter par rapport à ce qui a été dit ou non, pas pour... Okay. Pas de commentaire. Et Julia, je vous laisse la parole. Alors donc Julia, vous étiez intervenue sur la deuxième table ronde qui concernait donc la responsabilité pénale et personnelle des acteurs publics locaux. On avait eu notamment le témoignage de Stéphane Artano, hein, un sénateur qui avait été condamné lorsqu'il était président de l'Assemblée territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'octroi de la protection fonctionnelle à son prédécesseur et opposant politique. Au mois de mars 2023, on avait eu une deuxième décision un peu du même type concernant l'octroi de la protection fonctionnelle à un élu qui était poursuivi pour prise illégale d'intérêt et donc qui a été poursuivi pour détournement de fonds publics. Donc c'est vrai que ce sujet avait fait l'objet de beaucoup de débats le jour du colloque. Est-ce que Julia, tu as relevé de nouvelles décisions intéressantes à relayer qui sont intervenues depuis? Alors, en lien directement avec cette jurisprudence du 8 mars, effectivement, qui avait donné lieu à des débats qui étaient un peu moins sereins, enfin pas entre les intervenants, hein, mais Oui. s'agissant du sujet que l'était la question de la responsabilité financière, à ma connaissance, non, on n'y voit toujours pas plus clair s'agissant des conditions dans lesquelles on doit interpréter cette jurisprudence de la Cour de cassation du 8 mars 2023. Donc voilà, on attend de voir si éventuellement la Cour de cassation va elle-même préciser cette jurisprudence. S'agissant du législateur, c'est vrai qu'on a quand même
voilà, un texte qui vient de sortir, qui est consacré à la sécurité des élus, que Madame Pulvez va s'attacher à vous présenter. On parle beaucoup de sécurité, sécurité matérielle, voilà, préservation de l'intégrité physique des élus, ce qui est évidemment primordial, mais c'est vrai que je regrette voilà, que la question de la sécurité juridique, en revanche, n'ait pas vraiment été abordée par le législateur à cette occasion. Et plusieurs textes sont en cours d'examen, notamment ayant vocation à toiletter le statut de l'élu local. Et voilà, la question de la protection fonctionnelle dans sa dimension de l'élu qui serait poursuivi n'est pas vraiment traitée, à l'exception, il me semble, d'une disposition qui aurait vocation à l'étendre au stade de l'audition libre. En tout cas, c'est dernier état d'un des textes, et j'espère en revanche que cette disposition pourra prospérer. Mais s'agissant des conditions de fond, rien à l'horizon, rien de nouveau à l'horizon, et c'est vrai que c'est assez regrettable. Simplement, effectivement, ce qui me paraît être intéressant, alors je sors un peu là de la question à proprement parler de la protection fonctionnelle. Je ne sais pas si à ce stade, voilà, il y a des questions, des réactions, pour passer plutôt là sur la question des infractions, si ça vous va. Oui, bah, allez-y, maître, et puis on posera les questions à la fin, peut-être qu'il y en aura. Oui. Très bien, merci. Ok. Donc sur la question des infractions, ce que j'ai pu relever également dans un des textes qui est en cours d'examen, la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local, c'est ce fameux serpent de mer qui revient régulièrement à la question de l'intérêt public. Est-ce que oui ou non, on va sortir du champ du délit de la prise égale d'intérêt le cumul entre intérêt public? Voilà, c'est une question qui revient souvent sur le tapis, mais qui pour le moment n'a jamais prospéré. Voilà, on avait quand même des améliorations qui ont été apportées par le dispositif instauré par la loi 3DS, mais pour le moment, pas de suppression pure et simple de la question du conflit d'intérêt public. Donc, on va attendre de voir si c'est le cas. Ce qui me permet de faire le lien ensuite avec quelques décisions qui me paraissent intéressantes en matière de prise égale d'intérêt. Notamment, alors elle est antérieure au colloque, mais postérieure à la décision de mars 2023 qui avait cristallisé les débats. C'est la décision qui a été relevée d'ailleurs dans le rapport annuel de la Cour de cassation du 5 avril 2023, publié au bulletin. Donc dont je vous donne la référence, mais qui est dans le rapport, la numéro 21 87 217. Et cette décision qui est particulièrement intéressante parce que au moment où était entrée en vigueur la nouvelle rédaction de l'article 432-12 issue de la loi numéro 2021-1729 du 22 décembre 2021, se posait légitimement la question de savoir est-ce que la nouvelle rédaction de l'article 432-12, savoir la suppression de la notion d'intérêt quelconque, aura vocation à permettre éventuellement notamment de sortir du champ de cette infraction la question du conflit entre intérêts publics. Et a priori, voilà, c'est pas tellement ce qui est... on peut pas tellement attendre cette évolution du droit puisque la Cour de cassation est venue préciser dans cette décision, dans cet arrêt du 5 avril 2023, qu'en réalité, la nouvelle rédaction ne constitue pas une loi plus douce que ne l'était la rédaction antérieure. Voilà. Donc, c'est vrai que les espoirs que les praticiens, la doctrine pouvait fonder s'agissant de cette nouvelle rédaction tombent un peu à l'eau. Mais bon, voilà, on attend de voir si cette nouvelle rédaction permet quand même, au moins à la marge, d'obtenir des décisions qui soient un peu plus en adéquation avec les exigences liées au fonctionnement des collectivités territoriales. Également dans cette décision, ce qui était un peu, enfin moi ce qui m'a alerté à titre personnel, c'est quand même l'appréciation du degré de vigilance, enfin du degré de surveillance qui est attendu, qu'on prête à une directrice générale des services. C'est souvent le cas je trouve dans les décisions de la Cour de cassation qui sont rendues dans ce cadre. On a une formulation qui est très générale, c'est le point 16, je vous la lis. Donc pour déclarer les prévenus respectivement coupables. Donc alors je fais une petite pause. D'ailleurs, je suis désolée pour le bruit. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a parfois des travaux qui risquent de Non, c'est bon. interrompre. On entend. Bon, Parfait. très bien.
C'est la petite surprise du matin. Ce qu'a relevé la Cour de cassation, c'est que Madame S, prévenue, en sa qualité de directrice générale des services, avait autorité sur l'ensemble des services de la commune et que son activité consistait en particulier à préparer et exécuter les décisions du conseil municipal aux séances duquel elle assistait, ainsi qu'à assurer une surveillance générale des affaires de la collectivité. Donc c'est vrai que autre point de vigilance s'agissant de cette décision de la Cour de cassation, c'est finalement la généralité de la surveillance qu'on peut prêter à quelqu'un qui serait tout en haut de la hiérarchie d'une collectivité. Mais quand même à nuancer, on a cette affirmation de principe, effectivement, qui est assez préoccupante, mais quand même une appréciation plus en détail de la Cour de cassation qui, si on s'en réfère à l'appréciation des juges du fond, souligne que les juges du fond avaient retenu que la prévenue avait en charge le contrôle de l'opération en question. Voilà. Mais quand même, toujours se méfier de ces petites formulations comme ça de la Cour de cassation qu'on retrouve souvent. Toujours au sujet de l'article 432-12, je pense que personne n'est passé à côté de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit et qui a conduit donc au prononcé d'une décision par la Cour de justice de la République, qui celle-ci est postérieure au dernier colloque, donc en date du 29 novembre 2023. Et voilà, c'est vrai que cette décision est particulièrement intéressante. On verra quels seront concrètement les apports et ce que finalement le juge pénal classique va retenir l'appréciation qui a été celle de la Cour de justice de la République. C'est vrai que dans cette affaire, il n'y a pas eu de pourvoi. Je pense que ça aurait été intéressant quand même de voir comment est-ce que la Cour de cassation, dans cette affaire, quelle appréciation de l'intérêt moral elle aurait livré. Mais voilà, il faut se contenter du coup. On connaît la réponse plus ou moins, puisque cette jurisprudence est quand même assez établie en la oui. matière. Mais... Effectivement. Et c'est vrai qu'on constate un décalage assez net entre l'appréciation de l'intérêt moral, qui est celle de la Cour de cassation en matière de prise égale d'intérêt, en matière de favoritisme aussi, qui se contente parfois, pour retenir et qualifier l'élément moral, la simple réalisation de l'infraction en connaissance de cause, en partant du postulat que un élu, un agent public, nécessairement avait connaissance que les agissements qu'on lui reproche étaient susceptibles de relever du champ de la prise égale d'intérêt ou du délit de favoritisme. Voilà, en l'espèce, on a quand même une appréciation de l'intérêt moral qui est beaucoup plus clémente, et surtout à la fois clémente puisque n'aborde pas ne retient pas cette appréciation et finalement cette présomption de connaissance d'éléments moraux, et surtout on a quelque part aussi une sorte vous savez, en pénal, on a ce qu'on appelle le dol général, le dol spécial, et ce qui est retenu dans la motivation de la Cour de justice de la République, c'est l'absence d'intention de nuire, alors qu'en matière d'atteinte à la probité, et même de façon classique en matière pénale, voilà, ce qui est exigé, c'est simplement un dol général, et là même, la Cour de justice de la République, même si c'est une partie de la motivation, va quand même très loin dans sa justification de l'absence d'éléments moraux. Voilà, pour une petite parenthèse sur cette affaire qui a fait beaucoup parler d'elle. Alors je me permets juste une petite parenthèse, c'est sur l'anonymisation des décisions de justice, puisque la décision est complètement anonymisée, mais tout le monde sait quelle est la personne dont il s'agit, donc c'est vrai que c'est assez ubuesque parfois. Oui, effectivement. Ensuite, il me semble qu'il serait intéressant de parler d'une infraction voisine qui est la prise égale d'intérêt dans le temps, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la prise égale d'intérêt au sens de l'article 432-12, mais pas tellement de sa voisine, article 432-13. Simplement souligner que c'est une infraction qui est en expansion. Là, dans l'actualité très récente, j'ai pu relever un article qui a été publié dans Le Parisien au sujet d'un ancien élu de la région francilienne qui a été, mais dans le cadre d'une CRPC, reconnu coupable de prise égale d'intérêt au sens de l'article 432-13, qu'on peut appeler la prise égale d'intérêt dans le temps, ou également le délit de pantouflage, qui du coup a été condamné à une amende de 90 000 euros et à 2 ans d'inéligibilité.
Alors voilà, toujours une petite nuance. Ça, voilà, j'attire votre attention sur les décisions qui sont celles qui sont adoptées dans le cadre d'une CRPC, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est vrai que voilà, c'est une procédure qui peut être utile pour les élus, les agents publics, parce que voilà, elle évite un procès public et parfois permet de trouver une sorte de compromis s'agissant de la peine. Mais en fait, toute cette jurisprudence vient artificiellement nourrir la jurisprudence sur le fond, c'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas eu d'appréciation par les magistrats des faits, dont on ne sait pas finalement si tous les éléments constitutifs de l'infraction auraient été réunis en l'espèce. Donc toujours voilà, être assez vigilant s'agissant des décisions qu'on peut trouver dans le cadre d'une CRPC. Mais en revanche, là, une autre décision de la Cour de cassation qui a été publiée, qui sera publiée au bulletin en date du 13 septembre 2023, numéro 23-80.347, qui est intéressante puisqu'elle vient préciser comment apprécier finalement le délai qu'on doit prendre en considération pour déterminer si oui ou non les conditions de l'article 432-13 sont réunies. Et c'est vrai que l'article 432-13 n'est pas forcément très clair. Et donc, ce qui est venu préciser la Cour de cassation, c'est que le délit de prise égale d'intérêt suppose que le fonctionnaire ou l'agent de l'administration, auteur des faits, a assuré la surveillance ou le contrôle de cette entreprise dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées. Ça, c'est important de le rappeler. C'est pas voilà, dans la fiche de poste, potentiellement, on pouvait trouver cette mission. Il faudrait vraiment qu'on ait une mission de contrôle effectif et que le délit n'est constitué que si cette personne prend ou reçoit une participation avant l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la cessation de la surveillance ou du contrôle qu'elle a exercé lors de ses fonctions. Donc vraiment, là, voilà, on est dans l'échelle de temps, on se place, finalement, ce qu'on doit retenir, c'est le dernier acte de surveillance, de contrôle qu'on a effectivement exercé et ce qui s'est écoulé un délai de 3 ans depuis ce dernier acte pour déterminer si oui ou non on peut se lancer dans la mobilité envisagée. Et voilà pour la prise égale d'intérêt dans le temps. J'aimerais terminer, mais je vais être rapide voilà, parce que le temps file. C'est une décision également qui a été commentée par l'Observatoire et on sort un peu du champ classique des atteintes à la probité pour passer sur le champ des atteintes à la confiance publique avec le délit de faux. Et cette décision de la Chambre criminelle du 10 janvier 2024, particulièrement intéressante, qui sera également publiée au bulletin, numéro 22-87.605, dans la décision dans le cadre de laquelle la Chambre de cassation, la Cour de cassation se livre à une appréciation très large de la notion d'écriture publique au sens de l'article 441-4 du Code pénal, puisqu'elle considère que peut constituer une telle écriture publique tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l'exercice de ses attributions par un maire, personne exerçant une fonction publique. Et en l'occurrence, il s'agissait d'un courrier à en-tête du maire qui était adressé à la CADA. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas encore tellement de recul vis-à-vis de cette jurisprudence, mais cette jurisprudence appelle à une certaine vigilance en matière de faux. Voilà, c'est vrai que c'est souvent une infraction qu'on a tendance, entre guillemets, à oublier parce qu'en fait aussi, on ne se rend pas forcément toujours compte qu'on est susceptible de commettre un acte qui relève du faux. Et là, voilà, vigilance d'autant plus marquée que voilà, il me semble que cette décision pourrait élargir assez significativement le spectre des infractions de nature criminelle que les élus, les agents publics pourraient commettre dans le cadre de leurs fonctions. Merci Julia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intervention de Maître Rothivelle? Alors oui, on a une question et une remarque. Donc il est difficile pour un fonctionnaire de se désolidariser d'un ordre illégal donné par un élu constitutif du délit de favoritisme, car en dépit des alertes faites, si l'élu persiste jusqu'où aller dans la mise en œuvre de l'ordre, dans les faits, un fonctionnaire est toujours coincé. Ton micro est fermé, Julia. Je disais, c'est difficile de répondre comme ça de façon théorique à cette question qui suppose vraiment d'une appréciation des circonstances particulières. Après, de manière générale, hein, c'est-à-dire que l'ordre manifestement illégal reçu
pour le juge pénal, dès lors que l'ordre est manifestement illégal, le fonctionnaire doit désobéir. Donc là, sur le plan de la responsabilité pénale, le fonctionnaire, effectivement, peut se retrouver en porte-à-faux, puisque s'il obéit à l'ordre illégal, il engagera sa responsabilité pénale. Le jour du colloque avait été évoqué plusieurs jurisprudences en la matière, notamment, vous savez, après l'affaire des paillotes où le colonel de gendarmerie avait incendié une paillote, il disait bah, nous, militaires, ordre de la loi, ordre du supérieur hiérarchique, on exécute. Bah, le juge pénal avait répondu bah, non, si l'ordre est manifestement illégal, vous devez désobéir. Il y avait eu la même moyen de défense qui avait été soulevé par les fonctionnaires de la DGSE qui avaient placé sur écoute téléphonique sur ordre du président de la République un certain nombre de personnalités. Et là aussi, le juge pénal avait répondu ordre manifestement illégal, le fonctionnaire devait désobéir. Et d'ailleurs, sur le plan de la responsabilité civile personnelle, les fonctionnaires avaient également engagé leur responsabilité personnelle, le juge estimant qu'ils avaient commis une faute personnelle dès lors qu'ils avaient poursuivi l'intérêt de leur carrière en exécutant l'ordre reçu. Donc c'est vrai que les fonctionnaires peuvent se retrouver en situation délicate en la matière. Juste pour compléter le propos de Julia, vous avez sur le juridiscope de l'Observatoire deux jugements sur lesquels j'attire votre attention qui ont été rendus en juillet 2023. Donc avant le colloque, mais dont on n'a qu'une connaissance après. Donc le 7 juillet 2023, vous avez eu un tribunal correctionnel de Lyon qui applique la jurisprudence de la Cour de cassation sur octroi de la protection fonctionnelle pour prise illégale d'intérêt égale détournement de fonds publics. Donc là, c'était un maire qui avait accordé la protection fonctionnelle à son prédécesseur qui avait été poursuivi pour prise illégale d'intérêt pour avoir recruté sa sœur comme DGS. Et la mère qui a attribué l'octroi de la protection fonctionnelle a été condamnée pour détournement de fonds publics. Et ce même jour, donc c'est le 7 juillet 2023, c'est cette fois à Toulon, le tribunal correctionnel de Toulon a retenu la responsabilité pénale pour prise illégale d'intérêt d'un élu d'opposition. Donc, ce qui est relativement intéressant, puisque les élus d'opposition peuvent aussi engager leur responsabilité pour prise illégale d'intérêt. En l'espèce, il avait dénoncé des faits impliquant le maire. Le maire avait répliqué par une plainte pour dénonciation calomnieuse. Et donc, le maire avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Et ce qui est reproché aux conseillers d'opposition, c'est d'avoir participé au débat concernant l'octroi de cette protection fonctionnelle, dès lors que lui était aussi concerné, puisque la plainte le visait. Donc là, l'élu a été condamné, un élu d'opposition a été condamné pour prise illégale d'intérêt. Annick, je te laisse ouvrir ton micro et nous parler de cette fameuse loi du 21 mars 2024. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, la loi, elle est toute fraîche, hein, puisqu'elle date du 21 mars 2024 et elle est intitulée Loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Alors, elle est quand même assez fournie, cette loi, elle comporte 19 articles. Et là, je n'ai pas appris les articles par cœur, donc je dis il y a certains articles que je vais un peu vous lire parce que c'est quand même très, très précis. Globalement, elle est composée de 3 titres avec un double objectif. D'abord, mieux protéger les élus locaux dans l'exercice de leur mandat en renforçant notamment les sanctions à l'encontre notamment des agresseurs. Et d'autre part, elle a pour objectif également d'un accompagnement par les acteurs judiciaires et étatiques chargés des élus victimes. En gros, essayer d'acculturer les acteurs judiciaires auprès des élus. Donc, le titre premier vise à renforcer surtout tout un arsenal répressif en cas de violence commise à l'encontre des élus. Donc, vous avez un premier article, alors on ne va pas tous les passer en revue parce que sinon on y est encore cet après-midi, mais vous avez un premier article en tout cas qui prévoit des peines spécifiques afin de sanctionner plus lourdement les auteurs de violences qui sont commis contre les élus et contre les anciens élus également. Donc cet article, il aggrave les peines encourues pour des faits de violence commises contre les élus, afin de les aligner sur des peines qui sont prévues pour d'autres dépositaires de l'autorité publique
Et la sanction est donc de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les violences ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, et 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si l'incapacité de travail qui en résulte dépasse 8 jours. Donc on voit que c'est quand même assez lourd. Sachant L'article qu'on est 2, d'accord qu'ici, il s'agit des peines encourues et non pas nécessairement des peines prononcées, oui, évidemment. absolument, absolument. L'article 2, lui, il élargit aux personnes chargées d'une mission de service public la reconnaissance de circonstances aggravantes en cas d'atteinte aux biens qui sont dangereuses. L'article 3 prévoit une peine de travaux d'intérêt général en cas d'injure publique lorsqu'elle est commise à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, dont les élus locaux, ainsi qu'une nouvelle circonstance aggravante en cas de harcèlement, notamment en ligne, et contre les élus locaux. Ça, c'était un point assez saillant en tout cas et assez attendu par les élus, puisque beaucoup de harcèlement se fait aussi en ligne, et c'est des situations dans lesquelles les élus se sentent assez impuissants. Donc, le harcèlement est puni donc, de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. En ligne, 3 ans d'emprisonnement et 45, pouvoir aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. A été ajoutée également une circonstance aggravante en cas d'atteinte à la vie privée et familiale de l'élu, et d'un candidat également, un candidat à un mandat électif pendant la durée de sa campagne. Et l'article 4 protège les personnes candidates à une élection locale et aux membres de la famille de l'élu. Donc, c'est toujours ce même article. Je vais faire une petite parenthèse sur les intentions au départ de l'AMF de soutenir un amendement qui était destiné à allonger le délit de prescription en droit de la presse, notamment pour essayer de déployer des moyens d'action plus importants, en tout cas dans le temps, pour les élus qui étaient victimes de diffamation. Puisque le délai de prescription est très court, puisque c'est 3 mois. Mais en fait, il nous remonte beaucoup de cas où l'élu ne s'aperçoit pas tout de suite, et notamment quand c'est sur les réseaux sociaux, de cas de diffamation à son encontre. Et donc, l'AMF avait soutenu un amendement pour que le délai de prescription soit allongé à 1 an, pour laisser le temps aux élus de se retourner, en fait. Et bon, malheureusement, ça a été voté par le Sénat, ça n'a pas été voté par l'Assemblée en CMP. Donc, et surtout, on a eu une montée de boucliers des journalistes qui ont crié à l'atteinte à la liberté du droit de la presse. Voilà. Néanmoins, le problème n'est pas réglé, hein, mais il faut savoir en tout cas qu'on a vraiment milité pour ça, mais que, les journalistes ont dit qu'ils n'avaient pas été, en off, on va dire que les journalistes ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés et que ça avait été un peu fait derrière leur dos. Et donc, ils étaient d'autant plus énervés et ils ont donc fait pression pour que cet article ne prospère pas. Voilà. Je poursuis mon petit tour de cette loi. Vous avez également ensuite le titre 2 qui vise à améliorer la prise en charge des élus victimes de violences, agressions ou injures dans le cadre de leur mandat ou d'une campagne électorale. Et là, on arrive dans le domaine de la protection fonctionnelle dans ce type de cas. Et la grande nouveauté, c'est que l'article 5 octroie donc à titre principal un caractère automatique à la protection fonctionnelle des maires et des élus municipaux, le suppléant, ou ayant reçu délégation, ou à ou même à des élus ayant cessé leur fonction, qui en font la demande donc, pour des faits qui ont été commis dans l'exercice de leur mandat, avec une possibilité par la suite pour le conseil municipal de retirer ou d'abroger la décision d'octroi de la protection fonctionnelle. En fait, actuellement, avant la loi, pardon, c'est encore tout frais, avant la publication de cette loi, il fallait que l'élu
qui avait été agressé, diffamé, fasse une demande spécifique, une demande expresse auprès du conseil municipal pour demander à bénéficier de la protection fonctionnelle. Désormais, il n'a plus, et le conseil municipal, donc devant délibérer sur l'octroi ou pas de la protection, là, simplement maintenant, il n'y a plus besoin de délibération. L'élu fait une demande auprès de la commune. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore très, très clair. Qui auprès de la commune, pour l'instant, bon, voilà, c'est pas défini en tout cas. Mais en tout cas, l'élu fait une demande auprès de la commune il est en fait accusé de réception de cette demande et cette demande est ensuite transmise au préfet. Et donc, l'élu bénéficie de la protection de la commune à l'expiration donc d'un délai de 5 jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune. Et s'il a donc été procédé dans ce délai à la transmission de sa demande au représentant de l'État dans la commune ou son délégué, et le cas échéant, et à l'information ensuite des membres du conseil municipal. Et cette information est portée, dit le texte, à l'ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. Donc le conseil en fait municipal est informé a posteriori. Autre nouveauté également, c'est que cette protection fonctionnelle des élus est inscrite maintenant désormais comme une dépense obligatoire pour les communes. Donc, auparavant, ça ne l'était pas, et c'était le conseil municipal qui opérait en fait sur une sorte, pour être simple, hein, une sorte d'enveloppe destinée comment dire, à prendre en charge les frais d'avocat, les frais de déplacement de l'élu auprès du tribunal. Voilà. Et là, comment dire, ça devient donc une dépense obligatoire. On ne sait pas trop comment ça va comment dire, se concrétiser dans les faits, mais pour l'instant, voilà, c'est devenu une dépense obligatoire. Il n'y a plus trop de choix d'une enveloppe. Voilà. Et même, sachant que les élus, en fait, prévoyaient une enveloppe en fonction aussi de la taille du budget de la commune. Autre élément important également, c'est que l'article 7 de la loi donne compétence à l'État dans l'octroi de la protection fonctionnelle aux élus qui agissent en qualité d'agents de l'État. Parce que ça aussi, ça n'était pas vraiment prévu. Et donc, les élus qui sont agressés dans leurs fonctions, je veux dire par exemple en tant qu'OPJ ou en tant qu'officier d'état civil, peuvent en tout cas bénéficier de la protection fonctionnelle, mais en qualité d'agent de l'État. Et vous avez également ce régime de protection qui sécurise également les élus comme les conseillers délégués et y compris donc dans les comment dire, dans les EPCI et également les élus qui ont cessé leur fonction. Je ne vais pas être trop longue. Ensuite, vous avez également comment dire, un titre 3 qui opère un changement de culture au sein du monde judiciaire des acteurs étatiques dans la prise en compte des réalités des mandats locaux. L'article 13, par exemple, introduit un mécanisme de dépaysement d'office dans la juridiction la plus proche des affaires dans lesquelles le maire est impliqué ou un adjoint serait mis en cause comme auteur. Donc, ça veut dire que, en fait, on revient pour certains qui l'ont peut-être connu à une sorte de privilège de juridiction, en fait, c'est-à-dire que l'élu, pour son affaire, sera, comment dire, bénéficiera d'un dépaysement dans une autre juridiction que de celle dont il ressort. Il y a également des articles, un article 14 qui impose un délai d'1 mois au procureur de la République pour communiquer les motivations des décisions de classement sans suite pour des affaires qui résultent d'une plainte ou d'un signalement du maire.
Et il y a des conventions, il est prévu également des conventions prévoyant un protocole d'information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des élus qui peuvent être signées entre les associations départementales de maires, le représentant de l'État et dans le département et le procureur de la République. Alors, ces types de conventions existent déjà dans certains départements. Ça dépend aussi un petit peu de la personnalité du procureur. Donc, il y a des conventions qui ont déjà été signées entre des procureurs, des associations départementales de maires et de préfets, par lequel ils décident, par exemple, comment dire, de tenir une réunion d'information une fois par trimestre. Il y a également dans ce type de convention, le fait que le procureur laisse un numéro de portable ou une ligne, comment dire, une messagerie Internet dédiée pour les plaintes d'élus, etc., etc. Donc ça fonctionne même assez bien. Donc là, c'est, on dirait, entre guillemets, officialisé par cette loi. Voilà, je m'arrête là. Est-ce que vous souhaitez que je vous dise, parce que je vois que l'heure tourne, effectivement, Oui, il y a des mais questions. la loi Oui, allez, est mais je pense très... que l'essentiel a été dit. Merci Annick. Oui, Juste pour bien que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, sur le nouveau processus d'octroi de la protection fonctionnelle, attention, ça ne joue que pour le volet où l'élu est victime. absolument. Oui, Comme oui, l'a oui. dit, comme l'a souligné Julia tout à l'heure, Oui, lorsque l'élu est mis en cause pénalement et poursuivi oui. pénalement dans l'exercice de ses fonctions, il faut toujours une délibération du conseil municipal. Donc là, la procédure reste inchangée. Euh, dans le chat, il y a une question. Est-ce que cette nouvelle loi protège aussi les élus d'opposition? Hmm. Bah, on peut le penser. On peut le penser, oui. Alors, sur le volet pénal, moi, j'aurais tendance à dire oui, c'est-à-dire que le Oui, renforcement des peines s'applique aussi aux élus d'opposition. oui. Par contre, sur le volet protection fonctionnelle, vous savez que là-dessus, il y a un débat. Actuellement, Oui. alors il y a un débat qui est tranché, hein, c'est-à-dire qu'actuellement, la protection fonctionnelle ne peut être accordée qu'aux seuls élus qui sont titulaires de fonctions exécutives. Donc là, pour le coup, les élus d'opposition ne sont pas concernés. C'est néanmoins dans les tuyaux, puisqu'il y a un texte qui est en cours de discussion sur le sujet. Mais je crois, hein, vous me corrigez si je me trompe, mais pour que le législateur puisse créer une nouvelle obligation qui a des incidences financières, il faut d'abord une étude d'impact. Et donc, c'est pour ça que la solution n'a pas encore été définitivement adoptée à cet égard. Donc, en l'état, un élu d'opposition, et c'est pareil pour un élu de la majorité qui n'a pas de fonction exécutive, ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle. Il y a une deuxième question. Notre Oui, maire a et fait la je me demande... permets juste de Oui, pardon. préciser, il me semble Oui. que le texte qui est en cours d'examen, de toute façon, n'envisage d'étendre la protection fonctionnelle à tous les élus que dans l'hypothèse où ils seraient victimes Oui, d'une victime agression, d'une attaque quelconque, pas dans la dimension d'un élu qui serait poursuivi. Très bien, merci. Et pour contribuer aussi à compléter, la loi prévoit que le gouvernement remettra dans un délai de Oui. 3 mois un rapport sur justement Oui, l'opportunité ou pas d'étendre ce mécanisme à tous les élus, ce qui là impliquerait les élus d'opposition. Bon, on sait que le gouvernement n'est pratiquement jamais au rendez-vous des rapports que le législateur lui demande de déposer. On peut espérer que ce serait le cas cette fois-ci. Ça nous donnerait un rapport en juin. On peut rêver. deuxième question. Oui. Notre maire a fait la demande de cette protection fonctionnelle après le 21 mars en conseil municipal. Malgré la demande de retrait de ce point par l'opposition, le maire a maintenu le vote de cette protection. Quelles conséquences? Donc là, on suppose qu'il ne s'agit pas Oui. d'une hypothèse où l'élu est mis en cause pénalement, parce que là, pour le coup, la procédure est la bonne. Par contre, s'il est agressé et qu'il suit l'ancienne procédure, alors que maintenant il y a une nouvelle procédure, comment ça se passe? Ouais. Oui. Il faut Philippe, qu'il vous avez... Faut qu'il reformule une nouvelle demande. Bah, c'est ça, à partir du moment où, par ailleurs, la nouvelle procédure est respectée, il n'y aura pas de conséquences. Je pense que cette délibération-là, elle est superfétatoire, puisque la réforme va dans un sens de faciliter, puisque ça leur rend même automatique, la protection fonctionnelle, le fait qu'il ait cru devoir en passer par les exigences de la procédure précédente, en soi,
n'a pas de conséquences préjudiciables. Il faut juste, à mon sens, faire comme si cette délibération n'existait pas et suivre la nouvelle procédure telle qu'elle est prévue par la loi. C'est tout. Merci. Dépenses obligatoires, mais y a-t-il une possibilité de plafond au regard du budget de la commune? A priori, non. Alors Moi, je après, dirais, ça rejoint aussi, je sais qu'il y a des jurisprudences qui ont estimé que les honoraires d'avocat qui étaient demandés pour certaines affaires étaient disproportionnés par rapport oui. aux enjeux, et que donc là, il peut y avoir aussi un plafond, mais peut-être pas directement par la commune. Je ne sais pas comment ça se passe là, en la matière. Si Julia et Philippe, vous avez Oui. des compléments. Je ne sais pas s'il y a un décret prévu Effectivement. pour affiner. Je ne pense pas, mais Le juge administratif peut contrôler l'étendue de la protection fonctionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la protection fonctionnelle serait due dans son principe, et donc là, dans le dispositif qui est celui qui vient d'être mis en place, que pour autant, ça signifie que l'intégralité des frais de justice doivent être pris en charge. Donc après, tout dépend de comment est-ce que c'est organisé. C'est vrai que voilà, nous, on a plutôt l'habitude du dispositif avec une délibération. On va voir comment est-ce qu'on peut concilier tout ça. Mais en tout cas, le principe qui est celui de la jurisprudence, c'est qu'il peut y avoir une limitation du montant des frais de justice. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres compléments que vous souhaitez apporter, Annick, Philippe, Julia? non, pas particulièrement. On va voir. Très bien. Il faut Eh bien, attendre merci. maintenant de voir comment ça va être appliqué, surtout. Comment ça va être appliqué? Voilà. Avec un point de vigilance, vous verrez dans l'article de l'Observatoire consacré au sujet, c'est qu'il y a beaucoup de contentieux qui concernent la diffamation ou les injures qui opposent des élus entre eux. Donc il peut y avoir aussi un effet boomerang par rapport à cette loi, notamment par rapport au renforcement des peines. Voilà. Ici, il y a Quand la collectivité n'a pas de garantie d'assurance protection fonctionnelle, faut-il qu'elle délibère pour fixer elle-même ses plafonds d'intervention? Là, je sais pas. Ça veut dire qu'elle sera en ça- auto-assurance? Oui, mais les plafonds d'intervention, ensuite, non, il vaut mieux considérer, comme a dit ma consoeur à l'instant, que la dépense est due, sauf recours en raison du caractère prétendument excessif dans le cas d'espèce. Ça me permet d'apporter. Oui. Parce que prévoir par une délibération qui aurait donc un caractère réglementaire que jamais la collectivité n'accepterait de prendre, je dis n'importe quoi, en charge plus de 1 000 € TTC pour une procédure en diffamation subie par un de ses élus, à mon sens, c'est s'exposer assurément à l'annulation. Oui. Donc, si c'est trop élevé, ça ne sert à rien. Si c'est trop bas, c'est susceptible d'annulation. Je ne suis pas certain que ça soit de bonne politique. L'occasion de rappeler que la loi engagement et proximité, si je ne m'abuse, a posé une obligation d'assurance pour la protection des élus. Et puis la question du montant des honoraires, elle peut se régler effectivement. Il peut y avoir un contrôle juridictionnel, mais par la signature d'une convention tripartite. Il existe un décret du 26 janvier 2017, alors, qui s'applique plutôt aux agents publics, mais dont on peut s'inspirer pour les élus. Et c'est vrai qu'on a dans ce texte, dans les visas, une référence au CGCT qui est un peu curieuse, mais en tout cas, on peut s'inspirer de ce dispositif pour éviter et pour encadrer la question de la prise en charge des frais de justice. Et concrètement, ça peut consister à signer une convention d'honoraires tripartite entre la collectivité, l'avocat et l'élu concerné, qui permet d'avoir un cadre de prise en charge des honoraires et de faire des frais de justice. Très bien. Merci à toutes et à tous. Merci à nos 3 intervenants d'avoir accepté ce challenge, d'avoir relevé ce challenge. Bon, je pense qu'il nous semblait intéressant, effectivement, à 6 mois après le colloque, de refaire un point. Et je pense que c'est une formule qu'on reprendra parce qu'effectivement, les sujets que l'on choisit lors du colloque, ils vivent. Et c'est toujours intéressant d'avoir, à 6 mois après, un retour sur comment la jurisprudence et comment les textes de loi ont évolué. Et là, cette année, on était particulièrement fournis puisque les législateurs et la jurisprudence ont été abondantes. Merci à vous et bon appétit. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.